Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Antenne 2 et Philips, l'inventeur du compact disque, vous présentent Double Jeu, l'émission de Thierry Ardisson. Retrouvé de la part de Charles pour sa petite femme Diana, Paul Anka, après Lady Di, Monsieur Didi, Khaled, tube de l'été, plus les infos intox de Philippe Guérin, les bonnes bourres de Laurent Baffy, les platines d'or de Philippe Corti, et en invité vedette Frédéric Mitterrand et Robert De Niro. Bonsoir. Mais non, pas bonsoir, comme ça fait folle, ça, c'est pas bien. Ah bon? Bonsoir. Bonsoir. Mais non, c'est vulgaire. Bonsoir. Bonsoir. Mais non, pas une petite voix de fossé, une voix un peu virile quand même. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Non, il vaut mieux dire bonjour, vraiment. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Cette émission est stupide. Pour jouer avec nous ce soir, Liza Minnelli. Je peux me permettre, hein, c'est pas très bon quand même, parce que quand on a quelqu'un comme ça, on fait mieux. On dit par exemple, son père vous a fait danser pendant des années, sa mère vous a fait chanter pendant des années, toutes les fées d'Hollywood se sont penchées sur son berceau, et elle est ce soir dans notre cabaret. Approchez la monnaie, voici Liza Minnelli. Ça c'est Marlon Brando. Ça va pas? Non, ça va pas. Qu'est-ce que c'est? Non, mais j'en parlerai. J'ai un copain qui est à FR3 Limoges. Ouais. Ça devrait marcher, ils t'engageront. Quand on a des stars de ce calibre dans une émission pareille, ce qui est quand même vraiment un cadeau, hein, c'est vrai. On fait un effort, on fait quand même mieux. On dit par exemple, vous auriez voulu le suivre dans son équipée sauvage en revenant du Mans. Vous auriez aimé le suivre quand il marchait sur les quais. Vous auriez aimé le suivre quand il dansait le dernier tango à Paris et ce n'était pas avec vous. Vous auriez aimé le suivre pour qu'il vous protège comme un parrain. Eh bien, voilà, il est là pour vous ce soir, l'unique, le seul, Marlon Brando. C'est bien. Notre invité ce soir. Tu veux que je t'aide un peu? Non, ça va maintenant, je sais faire. Non, tu ça sais va, le nom du type? Oui. T'as préparé tes fiches? Oui. Quelqu'un a préparé pour toi, oui. Tu vas voir. Neveu terrible de la télévision, voici celui qui laisse les récompenses à terre pour mieux monter au ciel et célébrer les étoiles. Frédéric Mitterrand, bonsoir. C'est toi qui as fait ça. Bonsoir. Salut ma biche. Je regarde pas beaucoup la téloche, moi, mais j'ai entendu dire que tu travaillais. Ça devait être bien là-bas. Ça va te faire plein de meufs, hein. Il paraît que c'est pas ton genre, mais quand même, hein. Tu connais du monde là-bas pour me faire entrer? Je connais quelques personnes, oui. Ah oui, dis donc, il y a ma meuf, elle a gagné la sacrée soirée.
Elle a mis la date de sa, c'est pas la naissance de sa grand-mère, des trucs comme ça. Et elle a gagné 500 balles. Hein. Tu le connais, Foucault? Tu l'aimes bien, Foucault? Une fois, je l'ai vu alors qu'il sortait de son avion à Marseille et il avait l'air tellement content de rentrer dans sa ville que je me suis dit, voilà, ça c'est un type qui est sympathique quand même, qui aime la vie et voilà, c'est tout. Il passe quelquefois à Star 92, à Star Drucker. Tu le connais, Drucker? Drucker, je l'adore. Drucker, je l'adore, c'est un type, c'est le rare type, c'est l'unique même, qui quand on se plante, vous téléphone le lendemain pour vous dire c'est pas grave, tu passeras à travers ça, etc. Ah, c'en est encore un que t'aimes. Drucker t'aime. Je parie que t'aimes Sébastien aussi. On peut pas dire du mal de ces types-là, parce que s'ils sont là où ils sont, on peut dire qu'on n'est pas comme eux et qu'on veut pas de ce système-là et qu'on veut pas faire les mêmes choses. Ça, c'est un point. Mais c'est difficile de dire du mal d'eux, parce qu'ils ont tous quelque chose. Oh ouais, toi, t'aimes tout le monde, quoi, en fait. Hein. T'es le genre qui aime tout le monde. Hein. T'aimes personne, en fait, mais tu dis que t'aimes tout le monde. Hein. Par exemple, Sabatier, je suis sûr que tu l'aimes aussi. Hein. Patrick, hein, tu l'aimes, hein? Sabatier, moi, je l'aime bien. On a une relation curieuse, parce qu'on ne vit absolument pas du tout dans le même monde. Et pourtant, il a toujours beaucoup d'attention, comme ça. Et le résultat, ça fait une relation assez longue et qui marche plutôt bien. Ouais, t'es un mec bizarre, toi, hein, un peu vicelard, hein, comme ça, un peu pervers. Hein, les émissions comme ça, un peu au-dessous de la ceinture, t'aimes bien, hein? Comme ça, là, le genre de Chavannes, hein, ça me branche. Hein. Moi, j'ai fait une fois son émission, je m'en suis, paraît-il, plutôt bien tiré. Et je dois dire que c'était amusant, j'ai pas regretté. Il y en a un qui emballe bien. Hein. Je l'ai vu, là, il est allé au 7 d'or, là, au César. Il était toujours avec des belles femmes et tout. Un peu pas ton genre, quoi. Hein. Montiel, là, qu'est-ce que t'en penses? Bernard Montiel, adorable. Et l'autre, là, PDTPA, là, PPDA, là, c'est un pote à toi aussi? PPDA, c'est comme un grand frère. C'est-à-dire que j'ai un peu avec PPDA la même relation que j'ai avec Michel Drucker. Ah, dis donc, il y a une meuf, si je pouvais l'amener à Villetaneuse, ça décoincerait, là, avec un démon de pneu, moi. Claire Chazal, tu l'aimes celle-là, hein? Elle est divine. Claire Chazal, elle est divine. Ouais, il y a des mecs là comme ça, ils m'ont dit que tu avais un petit béguin là pour Guillaume Durand là. Ça te plaît, hein, les mecs comme ça, les solides là qui ont peur de rien, hein? Ah, c'est ton truc, hein, Guillaume Durand, hein? Je l'adore, Guillaume Durand. Alors là, s'il regarde l'émission, je l'adore. Guillaume Durand, il est incroyablement sexy quand on est en contact avec lui. Moi, il y a ma copine, regarde la télé tous les dimanches. Moi, c'est pas vraiment mon truc, mais pendant ce temps-là, elle me laisse tranquille. Hein. Elle regarde Jacques Martin. Tu regardes Jacques Martin, toi aussi? Jacques Martin, c'est à la télévision l'équivalent des monstres sacrés du cinéma. Les grands rôles français, les Harry Bor ou les Simone Signoret. Il y en a un que j'aimerais bien niquer. Hein. J'aimerais vraiment bien le niquer. Hein. J'aimerais bien le coincer un soir au Folies Bergères et tac, on viendrait à 10. Hein. J'ai 2 copains. J'en ai un qui est congolais, mon vieux. On aimerait bien le niquer, rien que pour voir. Parce qu'il dit toujours, il allume toujours tout le monde, etc. Ah, ce mec-là, mais je peux pas l'encadrer. Et puis j'aimerais bien voir comment il est quand il... Comment il s'appelle déjà? Hérisson, Arançon, Larançon. Alors, Ardisson. Thierry Ardisson, alors celui-là, je peux vraiment pas le saquer. Je trouve vulgaire, méchant, agressif. Quoique physiquement, je trouve assez attirant quand même. Salut ma biche. Alors bonsoir. On recommence là. Bonsoir. Dis-moi alors ce ouzou là que tu viens de faire, tu es gentil avec tout le monde au fond, tu aimes que toi-même, mais pourquoi fais-tu mine d'être gentil avec tout le monde comme ça? Non, mais en fait je suis assez gentil quand même. Ouais. Et j'ai beaucoup de... La télévision c'est meurtrier. Quand on dit quelque chose de méchant sur quelqu'un, c'est terrible parce qu'il n'y a pas vraiment de droit de réponse et on peut faire un mal épouvantable aux gens.
c'est trop, c'est employer une bombe atomique en face d'une fronde, quoi. Donc c'est pas la peine. Alors tu publies le tome 3 de Destin d'étoiles. On fait un peu de promo. Là. Voilà, donc tu es sûr d'être invité dans toutes les émissions après ce que tu viens de faire. Oui, mais je veux faire des émissions, je tiens beaucoup à ces livres, je me suis donné beaucoup de mal pour les soigner comme ça, et je ne veux ne faire que des émissions où j'ai l'impression que les gens qui me reçoivent les auront lus. Alors on va continuer le ouzou, mais cette fois non plus avec des gens qui font des émissions de télévision, mais avec les héros de ton livre. On va commencer avec Juan Carlos, par exemple. Tu dirais quoi? Juan Carlos, je dirais une chose, c'est qu'on peut être un type très bien en mentant pendant longtemps. C'est ce qu'il a fait, parce qu'il a menti à son père, il a menti à son père adoptif qui était le dictateur Franco, il s'est sans doute même menti à lui-même en se disant je vais y arriver mais je ne sais pas comment, et puis finalement tout ça c'était pour la bonne cause et il a très bien réussi. Et tout ça, ça fait quelqu'un qui est très profondément humain en fait, et pour une situation difficile, des gens humains. Moi, je ne crois pas beaucoup à l'intelligence en politique. Des gens intelligents, il y en a partout. Des gens humains, il y en a beaucoup moins. Il y a eu des tas d'hommes politiques en France qui étaient très intelligents, mais ils n'étaient pas humains, ou ils n'avaient pas l'humanité qui convenait à l'époque à laquelle ils étaient, et le résultat, c'était souvent désastreux. Brigitte Bardot. C'est toujours un peu agaçant, tout le monde dit regardez Brigitte Bardot, regardez ce qu'elle est devenue, Brigitte Bardot, les petites bêtes, etc. C'est plus compliqué, et en tout cas, Brigitte Bardot a inventé des choses très importantes qui ont été ensuite complètement recyclées et récupérées par mai 68, mais en fait, la vie près de la nature, une autre approche des rapports humains entre les gens, le refus de la carrière à tout prix, tout ça, elle a été la première à le dire. Alican. Alican, c'est le rêve. On en rencontre quelquefois des gens qui ont tout et dont on n'est pas jaloux parce qu'ils se comportent tellement bien avec tout ce dont ils disposent. Il y a beaucoup de gens qui ont tout et qui font tout mal. Et puis il y a quelques personnes qui ont tout et qui font aussi tout bien. Et c'était Alican. Eva Perón. Eh bien, cette femme de la rue, avec Carlos Gardel qui avait la musique aussi d'ailleurs, cette femme a apporté une histoire. Elle a été le premier moment d'histoire. Alors évidemment, c'est pas une histoire très très reluisante, c'est une histoire qui vient un peu des bas-fonds et tout ça, mais c'est une vraie histoire, c'est un vrai modèle, c'est un vrai truc que les Argentins ont à eux. Et il y a une chose qui est incroyable avec Eva Perón, c'est de penser que si elle était encore vivante, elle aurait 70 ans. C'est-à-dire qu'elle serait là encore. Elle serait sans doute devenue féministe, elle aurait fait 2 comebacks en politique. C'est incroyable de penser. Et Charles Chaplin, parce que tu prends bien soin de dire Charles et non pas Charlie. Oui, ben c'était Charles. Ouais. Hein. Charles Chaplin, ben parce que c'était comme Picasso ou comme Stravinsky, c'était des gens comme ça planétaires. Il n'était pas, paraît-il, très sympathique, mais je ne sais pas si Picasso était un monstre, hein, et je ne suis pas sûr que Stravinsky était très sympathique non plus, mais en tout cas, ils avaient le souffle du siècle, ils avaient le souffle de tout traverser, de tout voir. Et lui, il a tout traversé et tout vu. Il y en a un qui se marre là, je casse les pieds. il a tout traversé et tout vu avec une force incroyable. Alors quand on lit le livre, on a l'impression d'entendre ta voix. Ouais, un peu. Un peu. Oui. Oui, parce que je parle finalement d'une manière totalement naturelle. C'est-à-dire, tout le monde. Tu parles comme un livre. Quand je passe dans la rue et que les gens me reconnaissent, ils font ouah, 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 bonsoir, tout ça. Et tout, mais malheureusement, c'est naturel. Déjà, quand j'étais en classe, quand je parlais, il y avait toute la classe qui parlait après, qui faisait ouah, ouah, ouah. Ça a commencé à la 8e. Tu t'en es rendu compte très vite alors de l'importance de ta voix dans ton personnage. Très vite, mais on ne connaît pas sa voix. Ouais. Hein, on ne connaît pas sa voix, on n'a pas l'habitude de sa voix. Je dois dire que la première fois où je me suis entendu, j'étais affolé. Ouais. Puis après, je me suis résigné quand même, je me suis habitué. Tu écris comment ? J'écris dans le désordre, debout, avec 5 personnes dans la pièce. Ah oui. Et comme ça que j'écris bien. Ah bon. Avec le téléphone qui sonne, avec de l'agitation et 1 heure de retard sur le moment où je devrais rendre le papier. C'est très bien documenté. Oui. Il n'y a pas de révélation extraordinaire. Non, parce que c'est toujours pareil. Je suis trop gentil, j'aime pas trop dire. Ouais. Je charge les méchants. Si, je fais tout passer sur les méchants. Ouais. Alors là, je les. Dis-moi, c'est toujours des comparses. C'est parce que tu... Là, quand tu dis « dis-moi Frédéric », j'ai la trouille. Là, on va vers les questions. Non, pas du tout. C'est parce que tu n'arrives pas à t'aimer que tu adores autant les stars.
Non, c'est que je me prends pour elle, ce qui est un truc plus compliqué, mais en fait qui est à la base du système des stars d'ailleurs. Les stars marchent parce que les gens se prennent pour elles. Mais un jour, j'en ferai un sur toi. Toi qui fonctionne, t'en feras un sur moi. Oui. Toi qui fonctionne par affectif. Oui, je peux pas parler de gens que j'aime pas. Voilà, tu peux pas. Non, parce que je peux pas faire un étoile sur Hitler et Eva Braun. Et elle lui tendit sa tasse de thé dans le bunker en flammes. Il la regarda et il pensa mon amour, si Wagner était avec nous et que l'apocalypse nous suive. Non, ça je peux pas. Tu peux pas. Non, je peux pas. Je l'ai fait une fois en rigolant et puis les mots se sont bloqués. J'y arrivais plus. Est-ce que tu feras ton oncle? Certainement un jour. Certainement, mais... Et je veux dire, ça sera quelque chose qui sera tellement, pas forcément important pour les gens, mais qui sera tellement important pour moi que j'attends encore un peu pour le faire, parce que j'essaierai de le faire vraiment bien. Et puis je suis tellement surpris de... Je vois tellement d'images de lui, et j'en ai une autre personnelle qui est encore tellement différente, que je voudrais... arriver à raconter cette image personnelle. Et pour celle-là, peut-être qu'il faut que les autres s'apaisent un peu. C'est un peu des monuments aux morts que tu fais. Oui, j'adore les cimetières et tout ça. tu veux que je te montre un truc sur les monuments aux morts, là? Ouais. Bah regarde. La Grande Guerre et la guerre de 39-45 ont laissé derrière elles un grand nombre de victimes et chaque village a son monument aux morts. Mais la France n'avait pas encore, on se demande bien pourquoi, de monument dédié à la mémoire des femmes mortes à la guerre. Depuis novembre dernier, l'oubli est réparé. Réchessy, un petit village du territoire de Belfort, a érigé le premier monument aux mortes de l'histoire de notre pays. Il a vu le jour grâce à l'obstination du général Bataille, un ancien de l'armée du maréchal de Lattre. C'est une dame qui s'appelle Madame Barret, qui est aujourd'hui décédée depuis 3 mois, qui est venue pour me demander de construire un monument pour rendre hommage aux femmes qui avaient combattu pendant la guerre, et en particulier aux ambulancières du 25e bataillon médical qu'elle avait rencontré donc à Delle au moment de la libération. Depuis le débarquement, notre unité poursuivait toujours la 19e armée allemande que nous avons poursuivie jusqu'au front de l'Allemagne. Ce secteur a été particulièrement meurtrier. Le médecin capitaine Chenel a été tué. Madame Lefort-Rouquette grièvement blessée et 3 de mes camarades blessés également. 156 associations d'anciens combattants, 24 communes et conseils généraux, 19 comités du souvenir français ont financé ce monument aux mortes où paradoxalement ne figure qu'un seul nom de femme. Sa réalisation a été confiée à Roger Petit, un ancien para, sculpteur amateur. Et je lui ai dit, voilà, je voudrais la pierre blanche pour rappeler la pureté des ambulancières et une pierre rouge, si possible, pour rappeler la terre de France sur laquelle les hommes sont morts et pour laquelle ils combattaient. C'est très symbolique. Et puis, c'est un élan des gens du pays qui ont connu le sacrifice de ces femmes, qui ont connu leur courage et qui ont, un beau jour, voulu leur rendre hommage. Et ce n'est que justice. Alors, le premier monument aux mortes en France, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Frédéric Mitterrand à l'oreille. Viens ici, mon petit. À l'oreille. À l'oreille. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, pendant que Lisa Minnelli et Marlon Brando réfléchissent, pendant que vous tapez sur votre Minitel, qu'est-ce qu'on écoute, Corty? Regardons ensemble le très joli clip des femmes caméléons. C'est une petite partouze, c'est très frais. Non, il est vulgaire. Non, écoute, c'est très frais. Mais non. C'est une émission littéraire, on vient de voir la maréchale. C'est quand même assez Non, frais, écoute, c'est beau Philippe, et tout. après la maréchale de Lattre... Comment est-ce que tu laisses faire des choses pareilles? Non, mais Je savais que j'arriverais pas à te convaincre. Non, je suis De toute façon, ben alors il vaut mieux qu'on écoute quelque chose d'encore plus frais. oui. Paul Anka, Diana. I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. I get when you hold me closer. Oh, my darling, you're the most. I love you, but you love me. Oh, Diana, can't you see? I love you with all my
Only you can take my heart. Only you can tear it apart. When you hold me in your loving arms, I can feel you giving all your charms. Hold me, darling, hold me tight. Squeeze me, baby, with all your might. En France, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Lisa, à toi de jouer. Je pense que c'est de l'info. De l'info? Oui. L'info. Lui, il m'a dit de l'intox, hein, Frédéric? Mais moi, je voudrais bien que ce soit de l'info. Ouais. Oui. Bon. Ah, mais c'est bien fait d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des vraies infirmières, il y a une vraie maréchale, c'est un vrai Ardisson qui a fait l'émission, tout ça. Hein, mais c'est quand même de l'intox. Bon. Moi, je serais plutôt de l'avis de Frédéric. Ouais. Pour moi, c'est de l'intox. Pour toi, c'est de l'intox. Le montage est très bien fait, mais il me semble que il y a quelque chose qui ne va pas. On voit pas le monument, mais c'est peut-être un piège. Oui, hein. il y a peut-être un piège. Un piège. Bon, on va écouter l'expert, Philippe Guérin. Ah, il est content. Il est mignon, hein, il est mignon. Et Thierry, avant que je donne la réponse, je voudrais te demander quelque chose. Tu connais la Tunisie? Non. Ah, il va pas. Ah, c'est dommage parce que tu pourrais peut-être y aller un petit peu. Parce que dans les coulisses, on se disait avec toute l'équipe que ça serait bien si Fredo présentait à la rentrée. Il veut plus, hein, je te rassure tout de suite, il veut plus. Bon, d'accord. Non, en plus, il s'est planté parce que c'était de l'info. Ah, bravo! C'est agaçant de se tromper, hein. C'est agaçant de se tromper. Eh oui, c'est de l'info. Petit Ménard, vous venez d'admirer une fois de plus l'expression au travers de ce reportage du génie français qui, quand il crée le premier monument aux mortes, y inscrit plusieurs dizaines de noms d'hommes et un seul nom de femmes. Alors, deux solutions à cette énigme. Soit la guerre de 39-45 n'a fait qu'une seule victime de sexe féminin, soit la France a encore du mal à retrouver sa mémoire au sujet de cette triste période. Non, il y a une troisième possibilité. Oui, il y avait peut-être un bataillon de travestis. Voilà. Oui, mais ça, on peut pas dire ça. Bravo. Ça, c'est de l'info. Laurent. Ta fille. 1-0 pour l'alcoolique repenti. Ah, T'as perdu, c'est pas grave. J'ai perdu, c'est pas la première fois. Dis-moi. Je vais reperdre de toute façon. Ah, on va voir. Tu as dit à ma naissance, c'est mon père qui a été obligé de me ramener à la vie. C'est très très privé tout ça. Ouais. Et tu as rajouté d'ailleurs, après, j'ai été obligé de m'y ramener plusieurs fois moi-même à la vie. Mais la première fois, enfin quand tu es né, ton père t'a ramené à la vie. Ça s'est passé comment? T'as raconté ça souvent, non, chez toi? Non, on m'a pas raconté ça souvent parce que j'ai pas des parents du genre mon petit Géry, t'étais foutu, on t'a sauvé. Ouais. Non, c'est pas le genre créancier. Ouais. Mais peut-être c'est à cause de ça, d'ailleurs, peut-être qu'il y a des neurones qui ont pas été aussi gênés. C'était ma question. Est-ce que tu crois que tes angoisses viennent de là? Je pense qu'il y a dû y avoir un truc qui a manqué et qui manque encore. Ouais. Mais je préfère qu'il m'ait ranimé que rien du tout. Malgré tout. Et en tout cas, je sais qu'il l'a fait et c'est lui qui a fait ça. Mon père m'a donné la vie, mais ma mère aussi d'ailleurs. Mais enfin, ils me l'ont redonné, disons, l'un et l'autre. Alors, un oncle président, un autre général. Oui. Et ton père, il faisait quoi? Mon père, il faisait des affaires. Il les faisait très bien d'ailleurs. Et en fait, il est l'aîné de la famille et en fait, c'est le mieux de la famille. Hein. C'est celui qui les a tous élevés et qui a tout bien fait. Hein. Tes parents ont divorcé à un moment. Oui, mes parents ont divorcé, oui. Et tu as dit, c'est peut-être là aussi une des sources de tes angoisses. Tu as dit, je suis quelqu'un à qui il manquera toujours quelque chose. C'est-à-dire qu'on supporte mal quand on est enfant que le monde s'écroule quand même. Et quand les parents se séparent, le monde s'écroule. Alors, bon, après on se réorganise, on se réadapte. Mais je sais pas, moi, enfin en tout cas, ça m'a sans doute
beaucoup marqué. Mais j'aurais été plus marqué s'ils s'étaient disputés, s'ils étaient restés ensemble. Est-ce que tu crois que ta fascination pour les couples royaux vient du manque de structure familiale que tu as eu? C'est une idée de famille. Ouais. C'est l'idée de quelque chose qui finit pas. Mais ton attirance pour la monarchie, c'est ton côté midinette surtout, non? Tu crois pas? Non, puis à côté, au début ça a commencé un peu comme une provocation quand même. Parce que j'en avais marre d'être comme ça, catalogué, le neveu, tout ça. Et puis je m'y suis vraiment intéressé. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que des imbéciles ou des névrosés qui s'y intéressaient. Alors ça m'a un peu rassuré. Mais au plan politique, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on fasse un référendum en France pour demander aux gens s'ils veulent la monarchie ou la République? Non, je ne serais pas d'accord. Pourquoi? Parce que les gens n'en ont pas besoin. Parce que c'est. Ils n'ont jamais. Ils n'en ont plus besoin. En France, il y a des institutions. De Gaulle a fait des institutions qui sont en fait parfaites parce qu'elles réconcilient. On ne va pas faire un cours de droit constitutionnel, mais elles réconcilient toutes les tendances françaises. Quoi. Elles sont les institutions de la monarchie. C'est un roi élu pour 7 ans plus 7 ans, ça fait 14 ans. C'est le temps d'un règne. C'est interminable. C'est bonapartiste parce qu'il parle directement au peuple. Et puis c'est la République parce que c'est un président de la République et tout ça. C'est des institutions idéales. D'ailleurs, lui, il aurait voulu avoir une monarchie, mais puis finalement, il s'est dit que c'était pas possible. Il y a pensé, raison. Oui, il y a pensé, semble-t-il. On dit un peu trop qu'il y a pensé. À mon avis, il n'y a pas pensé énormément. Il y a des lettres, quand même. Oui, il y a pensé. Dis-moi, c'est quand même pas étrange que le neveu du président de la République soit royaliste, non? Ben non, parce que de toute façon, si c'était une monarchie, je serais près du trône. Ah oui. Ça t'a aidé d'être le neveu de François Mitterrand, franchement? Non, je crois pas. Non, je pense que simplement, c'est un multiplicateur. C'est un multiplicateur d'avantages et c'est un multiplicateur d'ennuis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui deviennent plus aimables, il y en a d'autres qui deviennent moins aimables. Mais si les gens deviennent plus aimables pour ça ou moins aimables pour ça, de toute façon, ils se trompent, ça n'a aucun intérêt. Donc, ce n'est pas des gens, en fait, avec qui j'ai tellement envie d'être. Donc, finalement, ça n'a aucune importance. Il y en a qui deviennent plus feignants aussi, parce que tu disais, je ne sais plus où, que des gens, finalement, comme ils bossent avec toi, ils disent qu'il ne peut rien lui arriver à lui. Donc, la maquilleuse faisait son tiercé, le directeur de production. Ça, c'était tout au début. Ça, c'était tout au début. Mais ça a beaucoup changé. C'est un nom difficile à porter aujourd'hui, Mitterrand. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me dis, si ça se termine mal, je vais être obligé de m'exiler à La Havane ou à Pyongyang. Ça va être dur, comme les enfants à l'IND. Ça, j'ai pas envie. Donc, je voudrais que ça se termine tranquille. Mais je voudrais que ça se termine bien aussi, parce que j'ai pas envie non plus de traîner derrière moi pendant les d'années qui me restent à vivre, toutes les casseroles que tonton aura laissées. J'ai pas envie non plus. Donc vraiment, je voudrais que ça se termine bien. À part ça, ça le regarde. Puis je vivrai quand même très bien. Tu crois que tout le monde le sait que tu es le neveu de François Mitterrand? Ça, c'est parce qu'il y a une transition, là, sans doute. Ça, il est fort. Je sens, on reconnaît le professionnel. Tu devrais faire de la télé. Professionnel. Allez, prends ton télé. Allez, hop. Laurent Baffy, costard de star. Comment s'appelle l'oncle de Frédéric Mitterrand? L'oncle? Je ne sais pas. Le nom? Mitterrand forcément, mais son nom, Mitterrand, allez-y. C'est tout? Mitterrand. Et son prénom? Je ne sais pas. L'oncle de Frédéric Mitterrand, madame. L'oncle de Frédéric Mitterrand. Il y a un piège dans votre histoire, mais je ne trouve pas. Monsieur, comment s'appelle l'oncle de Frédéric Mitterrand? Eh bien, c'est l'oncle de Frédéric Mitterrand, je crois qui c'est Roger Hanan? Non? Qui? Roger Hanan, acteur? Non, je sais pas. Alors, vous nous dites quoi? Je vous disais, je serais tentée de vous répondre François Mitterrand, mais je suis sûre que c'est pas ça. Alors, c'est quoi, alors? Je sais pas. Réfléchissez, c'est très facile. Charles. Pierre. Non. Il s'appelle François Mitterrand, c'est le président de la République. Mais vous me dites l'oncle de M. Mitterrand. De Frédéric Mitterrand. Mais elle ne sait pas qui est Frédéric Mitterrand. Frédéric. Tu m'en veux pas? Mais pas du tout. À 12 ans, tu as été choisi
par Joffé pour tourner dans Fortuna avec Bourvil et Michel Morgan. Et Kevin Morley aussi. Comment ça s'est passé cette audition? L'audition, j'y suis allé tout seul. Donc, comme tous les autres enfants y allaient avec leur maman, ils ont été un peu surpris de voir un gosse arriver tout seul, comme ça. Puis je m'étais cassé le bras, enfin, j'étais pas en forme, quoi. Donc, je devais avoir un côté pleurnichard émouvant. Et ça allait bien. Et puis après, j'ai fait tous les essais sans rien dire à mes parents ni à personne. Alors, c'était un peu mystérieux, cet enfant. Et en plus, je leur avais même pas dit mon nom. Donc, c'était pas prévu, c'était aussi de la timidité qui jouait comme ça. Et donc, ça leur a plu, et finalement, ils m'ont pris. Et 12 ans plus tard, à 24 ans, c'est en lisant une petite annonce que tu as trouvé le cinéma olympique à vendre. Oui, voilà, à vendre, oui. Mais tu avais envie de diriger des cinémas ou c'est en voyant la petite annonce que tu t'es dit pourquoi pas? Il y a une chose, c'est quand on met un enfant dans le cinéma, ça lui reste toute sa vie, quoi. Je pense que déjà un jour j'avais fait une émission sur les enfants qui ont fait du cinéma et c'était incroyable de s'apercevoir qu'ils étaient tous restés dans une profession cinéma ou paracinématographique après. Ils n'avaient jamais réussi à s'en défaire. Et moi c'était mon cas, j'ai fait des études et tout ça et puis je me suis dit j'aimerais montrer des films. Et puis j'ai fait ça pendant 15 ans, ce qui est quand même très long, trop long. Tu t'es retrouvé avec 4 millions de dettes à la fin. Oui, peut-être un peu plus même. Beaucoup quand même. Oui, mais j'en ai payé beaucoup. Hein. C'était mal géré alors? Non, c'était pas géré, c'était pas mal géré, c'était pas géré, c'est de lapsus. Non, c'était géré en fait. Simplement, moi j'ai un côté obstiné. Donc je me suis obstiné. Et alors ça perdait de l'argent, mais jamais assez pour que ça fasse faillite. C'est-à-dire chaque fois il y avait un truc qui faisait que ça remarchait un petit peu. Donc je m'enfonçais lentement, et puis je m'accrochais. Et alors que j'aurais dû m'arrêter après 7 ou 8 ans, j'ai tenu 15 ans comme ça. Mais évidemment, à l'arrivée, au terminus, la facture était salée. Qui a le plus contribué à renflouer les dettes de l'Olympique? C'est TF1 ou Antenne 2? C'est ce que j'ai fait à côté. Ah oui. Ouais. C'est les pubs, c'est Opel. Comme ça. C'est Opel, oui. Opel m'a fait beaucoup de bien, là. Je peux te dire que la Corsa. La Corsa, je suis pour la Corsa. La Corsa, la cadette, je les prends toutes. En 82, tu venais de faire Lettre d'amour de Somalie. Et puis, c'était pas très bien à cette époque-là. Non, mais le film était bien. Le film était très bien. Je défends le film. Ouais. Et tu t'es mis à faire la télévision. Oui, comme une psychanalyse. Oui, alors ça c'est bizarre. Oui, c'est-à-dire tu croyais que ça allait te soigner la télévision? Oui, mais ça m'a soigné quand même. Hein. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a donné une capacité comme ça de résistance que je ne croyais pas avoir. Tu as dit quand même dans Télérama en 1990, tu as dit à la télévision, j'ai montré ce qu'il y avait de bien chez les gens, mais la télévision ne m'a pas aidé à trouver ce qu'il y avait de bien en moi quand même. J'ai dit ça? Ouais. Merde. J'en dis des choses. Ça n'a pas l'air con. J'ai dit ça? Oui. Tu peux dire, c'est la journaliste qui s'est trompée, ils le font des fois. Non, parce que j'ai certainement dit que je vais être dans un moment comme ça. Mais d'ailleurs, c'est vrai, en fait. En fait, la télévision ne m'a pas vraiment apporté de sécurité mentale, aucune. C'est d'ailleurs pour ça que je n'en fais plus. Parce que finalement, elle ne m'a pas rassuré. Je n'en fais plus comme j'en faisais avant, et peut-être que je n'en ferai plus du tout. Ça ne me manque pas, c'est très bizarre. Ça te manque pas? Non, ça ne manque pas. Pas du tout. D'abord, il y a une première chose, c'est la notoriété. La notoriété, c'est formidable, mais c'est un mauvais truc. C'est un truc qui vous sépare de ce qu'on voudrait, de ce qui est important. Et moi, je commençais à avoir une relation malsaine avec la notoriété. C'est-à-dire, je commençais à être vraiment content d'être connu. Et c'est mauvais. À cause de ça, on ne fait pas de long métrage, on n'écrit pas de livres, on ne fait pas les choses importantes. Et donc, j'ai commencé à me méfier de ça beaucoup. Et je le dis vraiment en connaissance de cause parce que en même temps la notoriété c'est très agréable. C'est comme une drogue. Et finalement je me suis aperçu que tout mon rapport avec la télévision fonctionnait comme un rapport de drogue. C'est-à-dire que c'était ce qui importait, c'était d'en faire tout le temps et plus de savoir ce que j'allais en faire. Or ce qui est important c'est de savoir ce qu'on va faire des choses. Et puis je m'apercevais aussi que mes relations avec les gens devenaient des relations télévisuelles. Je regardais les gens en me disant qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Est-ce que c'est des bons clients? Toute la relation à la vie devenait complètement fausse.
Et ça, il faut refuser ça complètement. Ton pire moment à la télé, ça a été quoi? Le pire moment? Le pire moment, je crois que c'était le cinéma européen. Ouais. En direct, Théâtre des Champs-Élysées, etc. Ouais. Mais où rien n'a marché. Ouais. Et où je m'étais donné beaucoup de mal pour faire un truc qui était bien. Et où, alors, je l'ai senti dès le début, c'est-à-dire quand le rideau s'est ouvert, d'ailleurs avant même. Et enfin, j'ai senti que ça ne marcherait pas. Et il y avait cette salle glacée, comme ça. Et je me suis ennuyée à mourir. Et j'ai vraiment été à 2 ou 3 moments sur le point de partir. C'est-à-dire de me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Une sensation, alors. Un peu comme moi maintenant. Ah, les chiens, Et encore là, aujourd'hui... Mais pars, ma fille, pars. J'écoute. Dis-moi, et le 7 d'or, alors, quand tu l'as mis à terre, là, en disant que tu le mettais là où était le service public, c'était pas prémédité, ça? Non, pourquoi? C'était un beau geste. Ouais. C'était pas prémédité, c'est venu comme ça. Ouais. En fait, c'est venu parce que le programme de cette soirée-là, des 7 d'or, était vraiment insupportable. Il n'y avait que des enfants qui chantonnaient et qui faisaient des cabrioles et tout ça. Ouais. C'était TF1 à son pire, vraiment. Hein, alors vraiment, l'abêtissement est épouvantable. Et il se trouvait quand même que la télévision avait plein de problèmes ce soir-là. Et tous les gens trouvaient ça très bien, disaient rien, disaient moi je suis content et tout ça. Les mecs viraient avec la marque de la semelle sur leur pantalon, je suis ravi et tout ça. Ouais. Bon, il y avait une sorte de mensonge quand même, incroyable. Hein. Alors voilà, c'est venu comme ça. On l'a jamais retrouvé ce 7 d'or? Non, de toute façon moi je garde rien, alors je l'aurais pas gardé, je l'aurais donné. On ne sait pas où il est. Toi, tu l'as? Non, non. C'est pas une émission genre surprise, c'est pas. Voilà le 7 d'or. C'est pas formidable. Merde. Tu as dit qui aurait pu penser à l'arrivée des Khmers rouges en voyant débarquer Francis Bouygues? Ouais, c'est vrai. Tu penses que Bouygues a fait à la télévision ce que les Khmers rouges ont fait au Cambodge? Oui, malheureusement, je ne suis pas cyanoque. Ouais. La vérité, c'est que je m'en fous. En fait. C'est-à-dire, la preuve que tu t'en fous, c'est qu'un jour, chez TF1, ils t'ont vu en tutu à Bordeaux. Oui, ça leur a flanqué un coup. Ça les a choqués, ça. Et ça leur a flanqué un coup, quand même. Oui, là, ça... Et pourquoi tu étais en tutu? Parce que, justement, j'en avais marre. Ouais. J'en avais un peu marre et j'aurais pu faire pire encore. Simplement, j'ai toujours peur que ma mère regarde la télévision ou ma grand-mère et tout ça. Et comme je me débrouille mal, que j'arrive... 1 ou 2 fois, je les ai prévenus. Je leur ai dit, regardez pas la télévision samedi soir. Évidemment, elles se sont précipitées, elles ont appelé leurs copines et tout ça. Et après, pendant 15 jours, tout le monde a fonctionné au tranquillisant. Donc, je ne fais plus ça. Bon. Là, t'es bien, d'ailleurs, là. Là, ça va, là. Hein. Là, je fais genre sage et tout. Très sage. Très sage. Tu trouves pas que la télé est devenue très conformiste, quand même? Oui, la télé est devenue très conformiste, mais moi, c'est marrant parce que moi, je mon doigt? Oui. Mais... Ça fait 3 fois. Chope-le, qu'on en finisse. Vas-y, une bonne fois pour toutes. Ailleurs, peut-être. Je te remercie, bien. Ah, c'est pas ton genre. J'essaie d'arrêter en ce moment. Bon, on disait que la télé est devenue la preuve que non, finalement. Oui, pas tellement conformiste. Non, parce que Baffy, elle est à la Chambre des députés. Il a eu plein d'histoires à cause de ça. Oui. Et on s'est fait allumer par Le Monde, comme il y a 20 ans, Harakiri se faisait allumer par Marcelin, si tu veux. Les journalistes, ils sont complètement fous avec la télévision. Ils sont devenus... D'abord, les journalistes, ils se prennent très au sérieux. Alors, si les gens de la télé se prennent au sérieux, les journalistes, alors vraiment, ils ont la tête, ils passent pas les portes. Ils sont... il n'y a jamais de sanctions. Hein, parce que finalement, quand on fait des bêtises à la télévision, on est viré, on cherche dans une autre chaîne et tout ça. Il y a des sanctions quand même. Bon, les journalistes, jamais. Ils peuvent dire n'importe quoi, ils peuvent mentir, ils peuvent raconter n'importe quoi, ils ne sont jamais sanctionnés. Jamais, ça marche toujours. Bon. Et ils ont alors une espèce d'obsession de la télévision. On croirait qu'ils n'ont rien d'autre à faire que de la regarder du matin jusqu'au soir et donner des jugements et dire ceci et dire cela. Moi, je suis très frappé de voir comment ils se comportent. Ils ont un comportement infantile avec la télé. Tu veux voir un sujet de Baffy, alors? Oui, je préfère beaucoup voir les... Ah oui, non, mais quand même, une chose, sur la télé conformiste ou pas conformiste. Moi qui suis un type qui aime les choses soft, j'adore regarder à la télévision des émissions rudes. Je considère que ton émission, c'est une émission assez rude. C'est-à-dire qu'on y dit des choses, on y fait des choses que moi, j'ose pas faire. J'aime pas, par contre, tout ce qui est trash TV, tout ça, je trouve ça vraiment trash TV. C'est vraiment dégueulasse. C'est ailleurs. Voir les pauvres
pauvre bonne femme qui dit qu'elle a tout perdu et tout ça. Mais ceux-là, ils n'ont pas de problème. Hein. Je trouve ça épouvantable. Par contre, être ici, être cinglant comme ça, c'est bien. Tu nous soutiendras alors? Oui, je vous ferai une lettre, allez. Merci. FR3 Limoges. Laurent Baffy, le Baffy Show. Ouais. Vous voulez pas me filer un coup de main là? Je me suis pété le doigt, j'arrive pas à soulever le... C'est fragile ça? Non. Soignez-vous le cul quand même parce que j'ai rencard à l'ennemi. Hein. Non mais quoi? Eh! Tiens, le blaireau il peut me filer un coup de main là? Je me suis fait mal et j'arrive pas à... Pendant ce temps-là, il pense pas à mal hein, tant qu'il fait ça. Hein. Il pense pas à mal, il pense pas à mettre des prunes, ça le occupe. Pensez à mal. C'est vous qui pensez à mal. Ah bah regarde ce qu'il fait le blaireau. Voilà, il y a tout qui est tombé. Voilà. Merci monsieur. Mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas... Hein? Vous n'avez pas une... Une croix. Non, je suis protestant monsieur. Non, ben ça peut foutre. Vous avez quoi dans le paquet là? C'est du chocolat? Oui. Ah bah je vais en manger un bout parce que j'ai un petit coup de barre moi, j'ai besoin de sucre. Mais j'ai de l'hypoglycémie monsieur moi. Mais oui, mais pas donner le chocolat, c'est pour un enfant. Et alors? C'est une poule. Je suis resté très gosse moi, donnez-moi un bout de chocolat. Non, pas question, je viens te dire ranger là-haut, pas le chocolat. C'est pour un enfant, non, pas question. Il faut être gentil quand même. Oh la mesquinerie des gens. Hein. Ah non, mais il faut être gentil, je t'aide, c'est pas mal. Tiens, tu veux me filer un coup de main? Je me suis pété le doigt, j'arrive pas à... Tu changes la route, tu te mènes le cul. Juste pour me le mettre, j'arrive pas avec mon doigt. Allez, soyez mignonne, prenez dans ma poche là, allez-y, dans le fond, allez-y. Vous me grattez les couilles dans le fond. Oh, allez-y, ça me démange. Et puis moi en plus. Allez-y. Ah bah non, là ça je ferai pas. Aidez-moi là, dans ma poche, prenez, allez-y. Vous me grattez juste un peu les couilles dans le fond. Allez-y, parce que j'ai des morpions et ça me démange depuis ce matin. Non, mais écoutez, vous êtes fou. Merci madame, ça m'a bien soulagé, merci madame. Non, voilà. Mon avis, elle doit pas être... Non, finalement, je préférais l'autre. C'est-à-dire? L'autre, elle a plus de gueule, vous voyez, celle-là, c'est pas harmonieux, c'est... Donc remettez l'autre. Remettez celle-là, elle est... Ah non, mais si elle est crevée, je vais pas la remettre. Mais c'est pas joli, regardez, c'est pas la même couleur, regardez, reculez. On s'en fout, ce qu'on veut, c'est rouler. Non, on s'en fout pas. Je vais pas rouler avec une caisse de blaireau si c'est pas joli. Remettez l'autre. Je vais pas rouler avec un pneu crevé. De toute façon, c'est pas ma voiture, la mienne, elle est là-bas, donc vraiment... Laurent Baffy, le Baffy Show. Bravo Laurent. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu représentes Antenne 2 en Tunisie? Oui, je représente Antenne 2 en Tunisie. Et qu'est-ce que tu fais? C'est un placard ou une sinécure? Non, c'est ni l'un ni l'autre. Peut-être qu'eux, ils ont pensé que c'était un placard. Ouais. Peut-être qu'ils ont pensé. Sûrement pas, ils ont envie que tu reviennes, hein, je te le dis. Moi. Oui, en fait, peut-être, je sais pas. Vraiment? Je sais Il y a pire? Il y a pire, oui. Hein? Il y a pire, mais ça représente du travail quand même. Ça aurait pu être envoyé en Norvège ou en... Oui, mais en Norvège, j'y serais pas allé. Ou j'y serais peut-être allé, mais j'y serais pas resté. Mais pourquoi la Tunisie? Pourquoi pas l'Algérie, le Maroc? Parce que s'il faut quelqu'un comme toi en Tunisie, il en faudrait aussi un en Algérie, un au Maroc, oui, mais un en d'ailleurs, Égypte. ils envisagent de t'envoyer en Libye. Ils envisagent de t'envoyer à Alger. Ah, c'est moi, Ils Alger. hésitent entre Alger et Tripoli. Ah, d'accord. J'étais chaudement recommandé auprès du colonel Kadhafi, mais il hésite. Enfin, il trouve pas mal quand même. En fait, tu as choisi la Tunisie parce que ta famille a une maison à Mamet et que tu passes tes vacances là-bas depuis 20 ans. Oui, parce qu'ils y vont, oui, parce que je connais en fait, parce que je connais le pays. Et puis... mais c'est plus important, hein, c'est un pays particulier, la Tunisie. C'est un pays qui est en tête quand même du Maghreb. C'est un pays où où il y a eu des gens qui ont demandé l'indépendance dans les années 45, qui étaient des gens formidables, et nous, évidemment, on n'a rien compris. Mais si on leur avait accordé, ça aurait tout changé ailleurs. C'est un pays bien. Mais c'est un pays bien. Tu as vécu comment la guerre du Golfe, là-bas? La guerre du Golfe, là-bas, je l'ai vécue... ça devait être gênant, quand même. C'était très déchirant, quand même, parce que c'est vrai que les médias français se comportaient d'une manière folle. Et qu'on entendait, on voyait à la télévision des choses invraisemblables. Et la montée de l'intégrisme, tu le vis comment, là-bas? Il n'y a pas de montée de l'intégrisme. Il y a eu, mais il n'y a plus. L'intégrisme, c'est comme Le Pen. C'est-à-dire que
C'est comme Le Pen, ils n'y arriveront jamais. Mais par contre, il y a un risque qui contamine. L'Europe était fasciste il y a 50 ans. Hein. C'est pas loin. Hein. Tu veux voir un truc là? Ouais. Regarde. Parce que tu me fais mes enchaînements. Bon. T'es un vrai pro, regarde. Une ombre noire plane sur les Jeux Olympiques de Barcelone. Les pays africains menacent de boycotter les 22e Olympiades si d'ici cet été ce guerrier noir empaillé n'est pas retiré du musée de Bagnoles, une petite ville proche de Barcelone dans laquelle doivent se dérouler les épreuves de rame. À l'origine de la polémique, un médecin haïtien qui découvre par hasard le guerrier empaillé, noir, exposé sans honte ni pudeur dans ce musée d'histoire naturelle. Le fait qu'un être humain empaillé se trouve dans un musée, qu'il soit blanc, noir, chinois ou indien, ma réaction serait la même. Cela me semble aberrant, sanguinaire et humiliant. Les arguments du docteur Arcelin ne font pas l'unanimité à Bagnoles. Un comité de soutien aux guerriers se crée, badge à l'appui. La population est soutenue par ses élus qui votent une délibération en faveur du maintien du guerrier empaillé au musée. Exposée ici depuis 1916, la dépouille naturalisée est devenue en quelque sorte la mascotte de la ville. Pendant que les Catalans se montrent irascibles, partout dans le monde, les athlètes s'entraînent pour les Jeux de Barcelone. Certains d'entre eux sont écœurés par cette nouvelle péripétie. Je dis, il y a encore eu trop de précédents avec la politique mélangée au sport. Non, moi, je fais mon job, entre guillemets, sur le terrain et j'essaie de faire abstraction. Par contre, si je prends l'autre partie de moi-même qui consiste à réfléchir aux problèmes de ce monde, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de laisser des choses comme ça traîner et effectivement, il faut réagir. Embarrassé par la controverse, le Comité international olympique est désormais quelque peu rassuré par les propos qu'a tenus le ministre espagnol des Transports lors d'une visite à Bagnoles. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Je trouve quand même que ce bonhomme en paille, là, il est très poussiéreux. Il y a 75 ans qu'il n'a pas bougé. Est-ce que vous pourriez pas le faire nettoyer un peu? Moi, je vous propose de le faire nettoyer à Madrid pendant les Jeux. C'est une excellente occasion officiellement de le faire disparaître. Déterré en Afrique par un taxidermiste français, vendu en Espagne, le guerrier va peut-être pouvoir, grâce au JO, enfin se reposer et bénéficier d'une sépulture décente. Un homme noir empaillé dans un musée d'Espagne, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Frédéric à l'oreille. Ouais, alors mesdames, messieurs, pendant que vous demandez si c'est de l'info ou si c'est de l'intox, pendant que Lisa et Marlon réfléchissent, qu'est-ce qu'on écoute, Corti? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, celui-là? Il a rien de tout, il chante, c'est tout. Voilà, alors il rôde tous les jours, il rôde autour de la boutique. Hein, à part le 12 mai, alors va danser avec lui à l'Olympia le 12 mai. Khaled, Didi, ah ouais, va
Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Marlon, à toi de jouer. Pour moi, c'est de l'intox. De l'intox. Ah oui. Lisa? C'est de l'intox. De l'intox aussi? Oui, 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 c'est sûr. Toi, tu m'as dit que c'était de l'intox. Oui, je pense, ouais. Ouais. Je trouve ça horrible, de toute façon, c'est pas... Bon. Mais peut-être que, je sais pas, il y a bien des gens qui ont fait des abat-jours pendant la guerre. Hein. Bah oui. Bon, on va écouter l'expert, Philippe Guérin. Alors, Philippe? Sur le sujet, je ne vais pas avoir le triomphe très très haut parce que c'était effectivement de l'info. De l'info. Bafi, le score? Le score est inchangé, Thierry. Ouais. Alors, c'est 1-0 pour Lisa Minnelli. Bien. Ah! Salut. Je suis l'émission. Bravo. Alors, Lisa, tu prends ton petit téléviseur, tu regardes les cadeaux Philips qui défilent, et tu me dis celui que tu veux. J'ai choisi la chaîne IFI Colonne. La chaîne colonne, elle comprend un CD programmable, un ampli turbo basse générateur, un tuner, un double platine cassette auto-reverse. Bravo! Bravo Lisa! Marlon, tu as gagné notre estime. Il faut être sport. Il faut être sport. Il faut être sport. Bravo Lisa. Dis-moi, quand tu étais petit, oui. Tu voulais être missionnaire. Oui. Et puis chef des missionnaires, tu voulais être pape. Oui, à la fin, oui, parce que je me suis dit quand même que ce serait toujours la folie des grandeurs. Ouais. Mais c'était sérieux cette histoire? Pompier aussi, je voulais être, mais finalement, j'ai fait ni l'un ni l'autre. Oui, ça, je l'attendais. Bafi. Bafi. Et t'es bon chrétien, là? Non. 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 T'es musulman? Non. Non, La vérité, c'est que je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas que... Je ne crois pas. Je regrette, ça? Mais je ne crois pas. Tu vas venir me raconter ça, oui. D'accord? Oui. Frédéric Mitterrand. Donc Frédéric, tu ne crois pas en Dieu? Je pense que Dieu est, peut-être, mais en tout cas, certainement sous aucune des formes que l'on nous a enseignées. Et moi, finalement, c'est affreux à dire, mais ça ne m'intéresse pas. Est-ce que ton fils Mathieu est baptisé? Oui, il est baptisé parce que j'attache beaucoup d'importance au fait qu'un enfant soit comme les autres. Et ça fait partie de notre culture, de notre vie. Et après, il est libre de faire ce qu'il veut. Donc, mais il y a des gens qui tiennent le raisonnement inverse. Moi, j'ai préféré celui-là. Il a quel âge maintenant? Il a 20 ans. 21. On n'a jamais su si c'était ton vrai fils ou ton fils adoptif. Non, c'est tout à fait mon vrai fils. C'était c'est-à-dire que il a vécu avec moi d'une manière un peu compliquée, à cause du désordre de la jeunesse, qui était ma jeunesse en l'occurrence, mais c'est mon vrai fils. Et puis même s'il était mon fils adoptif, il serait aussi mon vrai fils. De toute façon, je trouve terrible cette différence. La seule chose qui compte, c'est la manière dont les gens s'occupent des autres. Mais en tout cas, c'est mon vrai fils. Est-ce que tu vois toujours sa mère? Non, parce que la drogue a tué beaucoup de gens. Qui l'a élevé? Je l'ai élevé, mais pas très bien. C'est-à-dire que je ne m'en suis pas assez bien occupé, que j'étais sans doute un peu tyrannique avec lui, je l'ai empêché de respirer, quoi. Et voilà, enfin, il faudrait lui demander à lui. Hein.
Si tu devais mourir là, quelle serait la seule chose que tu voudrais lui dire à ce moment-là? Je t'aime. Alors Frédéric, l'émission n'est pas complètement terminée. J'ai un cadeau pour toi. Donc tu vas me suivre. Oui. On y va. D'accord. Alors maintenant, Frédéric, j'ai un cadeau pour toi. Robert De Niro. Mais non, mon vieux, mais non, pas Robert De Niro comme ça, il recommence. Pourtant, ça fait quand même un bon moment qu'on est ensemble. Oui, tu m'as appris, je sais. Tu aurais dû faire des progrès. On dit pas ça, on dit... il était l'ami de Gérard Depardieu dans 1900, il s'est emparé de l'esprit de Martin Scorsese, et maintenant il vous met les nerfs à vif. Oui, c'est lui le seul Robert De Niro. Ah! C'est mieux. Prends ton petit téléviseur. Oui. Et regarde. Cela dit, juste une chose, c'est que tu as eu du courage, parce que Robert De Niro, comme emmerdeur, alors là, si pour une fois je peux dire du mal de quelqu'un, ah là là, terrible. Hein. Ben regarde. Robert De Niro, welcome in Paris. Welcome in Double Game. You are in Paris for the opening of the first movie produced by your production company. Right. When you are the first actor in the world, why to become so closely involved in production? Well, I wanted to have more control over things than just being an actor for hire, say. I wanted to be involved in creating things, coming up with ideas, and then getting the people to execute them, directors, writers, and so on. And I thought I'd try this once in my life and see how it goes, so now's the time. Before we talk about Hollywood Mistress, I'd like to know if Tribeca produced something else since. Well, it produced a movie called Thunderheart that was directed by Michael Apted, which opened in America a couple of weeks ago, and it hasn't opened here. But Mistress hasn't opened in America. It'll open here first. And we have... And what about your first film as a director, The Bronx Tale? It's a coming-of-age story, a kid from 9 to 17 in the Bronx. Yeah. The script is going to need some changes. Changes? What kind of changes? Look, Carmine doesn't care if this film does any business. You don't either, because you're an artist. But if I'm going to invest in this film, it will make a profit. What you have here is a very, very dark, morbid script. I actually kind of liked it. But it's going to roll over and die as soon as it hits the market. Well, I'm lightening it up, putting in some humor. So you'll have a light, morbid script with some humor in it that'll bomb. Either way, I lose money. I thought you wanted to do this movie because of... Beverly, that's one reason. I need more than one. If I'm going to do the film, we're going to do it my way. The input can be helpful. Arty films are making money these days, but you need to appeal to an audience's basic motive for going to a movie. To be entertained. No, to be titillated. To go to the movies to be titillated, to see sex. There's no sex in your film. There has to be more sex. No, there is some. It's just not obvious. Yes. I've confirmed those reservations. Oh. Well, make sure you get me the room with the terrace so there's a nice feeling about it. And find out about that boat. Yes. Good. Isn't your film about self-destruction? Well, sex is a form of self-destruction. And as the photographer becomes more disturbed, his sexual obsessions begin to dominate and destroy his life. Photographer? I changed the painter into a photographer. It's much more contemporary. He should be photographing nude women. His art and his sexuality should be forever fighting and chained together, distorting each other's emotions, and just, that's the way I see it. Great idea. Now, I've been told that the editing room is where all the real decisions are made, so it'll be understood that I or somebody from my office will be present doing all the cutting. That's it. You gotta be kidding, man. I'm not... Marvin. Mr. Wright, I understand your thoughts. I mean, I wouldn't be who I am if I didn't back my director on certain matters. Roth, you're 3 months behind on your mortgage. The 2 pictures you managed to get off in the last 15 years destroyed whatever reputation you might have had. The only decent picture you ever made is credited to the kid's father. Don't bullshit me. I don't like it. What would you say to the people to make them feel like going and see the movie? If you were an advertiser.
It's a personal movie, and yet it's funny. It's got a lot of humor in it, and it shows a certain style, a certain element in LA living. That's and what it's like to get a film. Try and get a film financed if you're in the position of the guys in the character of Marvin in the movie, which is what Barry went through for a long time, trying to get it done. I've been in that situation as a young actor. I have friends who are in that situation. It's very, very difficult to get independent financing for a film, and I would say that it's funny. You should see it. I don't know what else I would say. And in the casting, you interfered? Sometimes I would call an actor to cut through the. With agents, sometimes they don't. If it's not an important enough movie to them, they don't call you back, or they don't call the director back, or they don't call the producer back. So I'm an actor, and if I call somebody, I might know them, so I cut through all the bullshit. I just call them up and say, do you want to do it or not? Would you read it? If not, but at least we get a quick answer, and in that sense, it was a help. How did you react when he told you that you will have a black mistress in the film? That was a total coincidence. Totally. You spend your day to day with the press. Would you have been so active if you have not been the producer? I wanted to help the movie. I want to help the movie get a decent presentation because this kind of movie, just by the nature of it, should be presented in that way. It shouldn't be done with a big studio because they wouldn't know how to. They don't know what to do with it. That's why they weren't interested in it in the first place. So, what did you do in Paris? What do I do in Paris? I like to go to good restaurants. Yeah. Good meal, this and that. You spent a night at the Bandouche already? I've been there. Yeah, I was there the other night. Yeah. You enjoyed it? Yeah, I like the Bandouche. I want the lead role. I don't care what part Little Miss Airlines gets, but it better be smaller than mine. I'll count the lines. I want a heavy, dramatic role. I won't do any nude scenes unless absolutely necessary and tastefully done. I'm not strutting my black ass around to give the grips a thrill. I want to sit down alone with the director and check him out. I'm not gonna get jerked around. The moment I get the slightest indication that you people are not on the level, I will wipe you out. And I can do it. Because you see, not only am I making it with Mr. Evan M. Wright, but I also happen to be screwing Mr. Carmine Rosso, who also has an interest in this project. That's right. I'm fucking both your investors. So don't fuck with me. Any questions? You know, I've never had sushi before. I will torture you a little bit. I will ask you questions. It's interviews we are used to practice in this show. And the first one is the First Something interview. Do you remember the first film you saw? I think one of the first movies I ever saw was Beauty and the Beast and some of the Abbott and Costello and the Three Stooges. And the first star you raved about? Well, the one that I used to like a lot was Elizabeth Taylor when I was a kid. Gina Lollobrigida. Yeah. Sophia Loren. Yeah. Your first job? Well, when I was a kid, I used to have a little stand out on the street and sell things from my house that I wanted to get rid of, like you sold them like already. a garage Yeah. sale. Yeah. Do you remember your first $1 million? 15 years ago. Yeah. For a film? What film? For a movie. The Deer Hunter. Yeah. And if you were to die now, what will be your last will? If I were to die now, I just want to make sure that everybody I know and that I love and that I'm around, they're all taken care of the way I would like them. I've had my will done correctly because when you die, it's the last statement you make to people, and it's very important, and it lasts for the rest of their lives. So I would want that to be in order. Yeah. Okay. Thank you. We will go to another kind of interview now. It's a who's who interview. Brian De Palma.
We've done 3 or 4 movies together. Yeah. Anything else? The One first sentence. First one was The Wedding Party. Yeah. Greetings, Hi Mom. And I think, and then The Untouchables. Marcel Carnet. Well, I was an extra figurant dans a film called Trois Chambres à Manhattan. Yeah. That was a while, it was 25, 26 years ago. Martin Scorsese. Good friend, good. I'm happy we have our relationship. Sergio Leone. May he rest in peace. François Truffaut. Good filmmaker. Elia Kazan. Great filmmaker. Jean-Luc Godard. Controversial filmmaker. Barry Primus. A passionate filmmaker. Gérard Depardieu. A great French actor. Yeah. Very good French actor. You think? A friend. Yeah. And did you ever heard about a guy called Laurent Baffy? No. You never heard about Laurent Baffy? No. Never in your life? Laurent Baffy? Yeah, you never heard about him? No. He's very famous in Should France. I know who he... What is he doing? He's very famous in France. You never heard about him? You will, I'm sure. So, we will go to another kind of interview. Okay. The up and down interview. Okay? Okay. What do you prefer in being an actor? You have the chance to play different parts and to be exposed to different lifestyles and ways of living, modes of behavior, whatever, that I ordinarily I wouldn't have. Especially in my position, I meet people from all walks of life, and and because they kind of like the idea that you're curious about them, and so they want to tell you about themselves and what they do, so that you can. It sort of helps to immortalize them in a way by knowing that they're contributing to something that you're doing, say, about a person like them. And what do you hate in being an actor? What do I hate being an actor? Interviews? Well, interviews are okay sometimes. I think it's just, I think if you're a successful actor, you can't let it control your life in terms of what people think or do, or whether it's negative or even positive. What was your best cast? Well, people ask me that sometimes, and it's hard to say, because each character that I do or each movie I'm involved, I feel like it's like a child or an offspring, and you feel you feel like you're being disloyal to the other if you say too much in favor of one. I mean, that's my feeling about it. You know, and every part is different. Every character has a different problem, a different set of problems, and so one can be different, can be more difficult physically, but not as difficult mentally, you know, and vice versa. And so I feel very protective of all of them, and everything that I've done, or feel that it's special. I mean, I don't like, for example, if somebody says to me, say the thing you said in Taxi Driver, or something, or say that or do that, and they don't mean it, just doing it. They're doing it as it sort of cheapens the thing, and it's minimizes it. I don't care about that. I have a sense of humor about myself and all that stuff, but that sometimes that, you know, people they don't realize that they're asking you to do something. Maybe they, you know, it's and the worst thing that I've been in. Yeah, the worst character. Well, I wouldn't say that, because anything I did, I want to stand behind. So I wouldn't put it. You know. The biggest moment of your career was when I had the part in. After I had done Greetings, and I was going to do a movie called Hi Mom with De Palma, and just there was a certain amount of
attention that was generated from the movie. It was like an underground, overground film at that time. Overground, underground, whatever, independent film. So, and it was the first time because up to that point I was more or less really, you know, struggling and was struggling for many years after that. But at that time in my life, it was a step. It was a good feeling, up feeling, whatever. The worst moment of your career. I think it's when I lost a couple of parts that I wanted. I felt it's what happens when you don't get something that you know you're absolutely right for. I never felt badly if another actor would get it, who I thought was as good, that would do as good a job or better. I'd say that's the way it is. That's the way it should be. Sometimes, or not even sometimes, you just felt it was your a shot or a chance at something, and I'd lost it a couple of times. It sort of then makes you start thinking about all the negative stuff in yourself, and it sort of snowballs. But it lasts for 2-3 days and then it's over. What do you think is the sexiest about you? I don't know. I'm not sure about that. And the less for me to say. You know the less sexy? I can't even answer that one. Okay, now we do the silly interview. It's to say we'll be more silly. Can you imagine it? Do you prefer Stalin or Hitler? Right. Exactly. It's very silly. It is silly. I don't know who I would. Neither of them, I guess. Right. The bomb is arriving in 5 minutes. What do you do? Head for the basement. Yeah. Imagine you are to live for 3 years in a space shuttle. Would you prefer to be with Ronald Reagan, George Bush, or Gorbachev? I think I would prefer to be with Gorbachev. I don't know why. Now the Proust interview. What is your ideal of happiness on Earth? I'd say harmony in the world where people get along. What is the present state of your mind? Depressed. You have a motto? I'm only kidding. A motto? Well, I would say, do unto others as you would have others do unto you. Yeah. And now the last interview, the confession interview. What is your position about abortion? You know, if it was a man in that situation, I think it would have never even been a question of it. He would have had the right to do whatever he wants. But since it's a woman, it seems sort of absurd. What is your position about euthanasia? I think that at one point it's probably okay because if everybody's in agreement, it might be the best thing. Death sentence? I think some people probably deserve the death sentence and shouldn't be around. And I know that I could speak for, I could speak about preserving the life of a person who is, but I can't, I could never be able to speak for the family who lost the child, the husband, the daughter, the wife, who was killed by the other person. And if I was in that person, I'd probably want at least a death sentence. About legalization of soft drugs? Maybe in some ways it should be legalized because it just makes it less profitable to the wrong people. Yeah. And there are more important things to worry about. Do you believe in God? I don't believe in God. I believe that there's some thing there in terms of some common spirituality. I don't really say it's God per se. Thank you, Robert. Merci. Alors, on y va. Merci. Frédéric Mitterrand. Allez, au revoir. Au revoir.
Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.